Eh bien, merci, mon cher Pierre. Merci, Florent Blanco, de m'avoir associé. Je n'étais pas demandeur, mais Florent, Florent connaît bien mon numéro de téléphone. Je remercie évidemment les organisateurs, de manière générale, de ce colloque, puisque finalement, il y a eu Potier, il y a eu Jousse, il y a eu Macarel, aujourd'hui David, quatre juristes orléanais, quatre colloques organisés par la faculté de droit d'Orléans. Oui, l'Orléanais, c'est bien une terre de droit, et nous espérons que c'est aussi une terre du droit. En tout état de cause, alors il pourrait y avoir quelques paradoxes à célébrer Edmond David si l'on assimilait exclusivement David non seulement aux conclusions qu'il a prononcées dans l'affaire Blanco, mais à la décision rendue par le tribunal des conflits lui-même. Et poser en quelque sorte une équation du type David égale Blanco serait tout à la fois contre-productif et réducteur. Contre-productif, tout d'abord, parce que la perception de l'arrêt Blanco est passée d'une lecture survalorisant la notion de service public, ce qu'on a pu appeler le moment 1900, à une lecture très critique, comme si l'on était passé, pour citer Charles Beauvieux-Onyekuelu, je cite, de la doxa Blanco à la doxa de la neutralisation de l'arrêt Blanco. Donc, s'éloigner de ces controverses nous paraît le chemin adapté pour tenter de prendre la mesure d'Edmond Blanco en tant que juriste. Mais l'équation à laquelle je faisais allusion, ce serait aussi réducteur. Non seulement parce que d'autres conclusions que celles portant sur les célébrissimes affaires Blanco, Pelletier et Prince Napoléon méritent de sortir de l'oubli, mais aussi parce que le rôle de David en tant que juriste ne se résume pas à ses fonctions ou ne s'épuise pas dans ses fonctions de commissaire de gouvernement devant le Conseil d'État et le tribunal des conflits. Aussi, je pense, restant fidèle à l'esprit dans lequel les organisateurs du colloque ont voulu organiser celui-ci, nous nous efforcerons d'appréhender David de manière globale, car c'est bien l'ensemble des contributions du présent colloque qui permettent de déchiffrer, dans une certaine mesure, celui qui fut tour à tour docteur en droit, membre du Conseil d'État, administrateur de société et élu local. Et pour synthétiser cette tentative de déchiffrement, nous nous proposons préalablement de tracer le portrait intellectuel et idéologique de David, qui n'est évidemment pas sans incidence, tant sur le contenu de ses conclusions que sur son mode de raisonnement proprement dit. Et nous essaierons ensuite de caractériser l'apport de David à la construction du droit administratif. Et dans cette perspective, je dois dire que j'ai beaucoup hésité avant de trouver un terme. Il nous semble qu'il mérite d'être qualifié de consolidateur d'un droit dont les traits ont commencé à se dessiner sous le Second Empire. Donc, premier temps, essai de portrait intellectuel et idéologique d'Edmond David. Alors, on essaiera d'abord de le caractériser sur le plan politique et économique. Sur le plan politique et économique, je dirais simplement, sans vouloir trop m'avancer, parce que je crois que les différents rapports que nous avons pu entendre ne permettent pas de trancher précisément la question, mais nous dirons simplement que sur le plan politique et économique, on peut qualifier donc de libéral Edmond David. D'une part. Mais d'autre part, Edmond David est aussi un conservateur assumé, un bon bourgeois de son époque, et en particulier sur le plan religieux.
Alors tout d'abord, parlons du libéralisme de David. Au regard des informations dont nous disposons, il est bien difficile de connaître les opinions de David à l'égard de la période de l'Empire autoritaire. Alors on nous a parlé des opinions politiques et de la trajectoire politique de son père. Au moment du coup d'État du 2 décembre 1851, David n'a que 17 ans. Comment a-t-il accueilli ce coup d'État par indifférence, approbation, nous ne le saurons jamais véritablement. Il entre donc au Conseil d'État en 1855, soit 4 ans après le coup d'État, et il parvient à y demeurer, ce qui, au fond, est tout à fait remarquable en dépit des vicissitudes que connaît l'institution après la chute de l'Empire. Alors, c'est la raison pour laquelle on se contentera d'évoquer le tempérament libéral de David sans plus de précision. Politiquement, c'est ce qu'on peut remarquer lorsqu'il proteste publiquement contre sa fameuse éviction du Conseil d'État suite à l'épuration républicaine de 1879. Certes, sa protestation est adressée au garde des Sceaux et cette protestation, elle est publiée en une, tout de même, du quotidien Le Français, journal présenté, je cite, comme à la fois catholique et libéral, tirant à seulement 4000 exemplaires, dont le lectorat est toutefois toujours resté très limité. Fin de citation. Mais le ton particulièrement virulent montre un homme ulcéré par une mesure qu'il considère comme injuste. Et c'est en juriste légaliste qu'il proteste. Je rappelle ces termes, je cite, « Le décret qui me remplace comme conseiller d'État ajoute que je suis admis à faire valoir mes droits à la retraite. Permettez-moi de vous faire remarquer que je n'ai aucun droit à la retraite et que le titre de conseiller d'État qui m'a été conféré l'année dernière sur la proposition de votre éminent prédécesseur, sous-entendu peut-être plus éminent que vous-même, monsieur le garde des Sceaux, ne peut m'être retiré légalement que par une révocation formelle. » On sent vraiment le juriste qui s'exprime. Je viens donc vous prier de faire prononcer contre moi cette mesure que je réclame tout à la fois comme un honneur et comme un droit. Et je crois que l'alliance de ces deux termes, d'honneur et de droit, sont extrêmement importants pour, au fond, mieux cerner peut-être la personnalité de David. Et sur le plan économique, cette fois, David reste bien évidemment un partisan de l'initiative privée. Les mesures que son conseil municipal prendra à Boismorand qui, semble-t-il, est aux juristes ce que la gare de Perpignan est à Salvador Dali, quelque opportune et efficace fussent-elles, ne dépassent pas l'action traditionnelle que bon nombre de communes ont menée et menée à son époque auprès des indigents. On remarquera une certaine différence d'approche et de pratique chez David, s'agissant du rôle de l'État et celui de la commune. Si dans ses conclusions sur l'affaire Blanco, David affirme doctement que, je cite, « le rôle de l'État lui est imposé non dans un intérêt privé, mais dans l'intérêt de tous », fin de citation, une telle distinction apparaît plus floue s'agissant des communes quand on constate que l'ardeur déployée par David, que nous rappelait donc Olivier Missinéo hier, en tant que maire de Boismorand pour créer une gare ferroviaire, s'explique certes pour contribuer au développement économique local, mais aussi pour faciliter les déplacements entre la commune et la capitale au profit des notables parisiens dont David fait lui-même partie. Il est vrai que la consécration des communes en tant que personnes publiques ainsi que la notion concomitante d'intérêt public local n'était pas encore très claire et très juridiquement advenue. Alors, David libéral, oui, David, c'est aussi un conservateur. Donc, deuxième point. Conservatisme de David, alors bien évidemment, dans quelle mesure? Alors, en dépit de la neutralité à laquelle s'astreignaient les commissaires du gouvernement et qui, naturellement, reste la règle observée par les rapporteurs publics d'aujourd'hui,
Le conservatisme politique de David affleure dans les conclusions qu'il prononce dans l'affaire qui a été brillamment rappelée par Frédéric Rollin, l'affaire Banque de France, donc jugée par le Conseil d'État le 18 mai 1877. Je rappelle effectivement le passage de ces conclusions, passage dans lequel donc, il s'efforce de démontrer que l'engagement éventuellement de l'État n'a pas de cause, et il considère que le versement auquel a procédé la Banque de France était, je cite, un fait de force majeure déplorable pour l'établissement qui le subissait, mais qui ne lui ouvrait aucun droit de créance contre l'État d'après les principes les plus constants. Comment pourrait-il en être autrement des réquisitions faites par des insurgés qui avaient pour mobile le renversement de toutes les lois et de tous les droits? Comment l'État serait-il responsable d'actes de révolte qui s'attaquaient à son existence même? En effet, comme le rappelait Frédéric Rollin, on a presque l'impression ici que la Commune, c'est en effet pire que les Prussiens. Le plus significatif et le plus constant chez David reste son attachement à sa foi catholique. Mais chez lui, point de dogmatisme en tant que tel, mais défense de la religion catholique et défense de l'honneur individuel sont intimement liés. C'est cet attachement qui causera sa perte, qui, semble-t-il, causera sa perte. Mais depuis que nous avons écouté Marc Bouvet hier, nous pouvons peut-être avoir quelques doutes sur les circonstances précises qui ont conduit donc à la révocation de David, mais bien sûr, n'entrons pas ici dans la polémique. L'affaire de l'archevêque d'Aix et la procédure d'appel comme d'abus qui en découlera sont très significatives. Lors de l'examen du projet de décret en Assemblée générale du Conseil d'État, nous savons que pour contester l'abus qui serait contenu dans la lettre pastorale du prélat, David reprend les arguments de ses collègues défenseurs d'un catholicisme ultramontain, mais, je cite, en les développant avec moins de passion, préférant ainsi la rigueur de la démonstration au vertige parfois vain de l'éloquence. La révocation sanctionnera sans doute cette manifestation d'indépendance à peine 2 mois plus tard. Le décret de révocation du 14 juillet et l'affaire de l'appel comme d'abus du 16 mai 1879, et elle est publiée d'ailleurs au recueil Le Bon. Mais David ne saurait renoncer à ses convictions religieuses qui l'animent au plus profond de lui, et dans le prolongement direct de son activité au Conseil d'État, on le retrouve, moins d'1 an après sa révocation, membre du comité de jurisconsulte des congrégations, présidé par le baron Armand de Mâcon, comité chargé de batailler juridiquement contre les mesures gouvernementales anti-congrégationnistes. Mais il faut toujours être nuancé, car cet aspect souligne la grande intégrité de l'homme et du juriste. Malgré tout, le fort attachement à la défense de sa foi n'a jamais conduit David à dévier d'une approche légaliste. Dans ses conclusions dans l'affaire Tamelier jugée en 1872, il a ainsi fermement contribué à la protection du respect dû à la liberté des cultes, en l'espèce le culte protestant, liberté à laquelle portait atteinte la décision d'un maire refusant un certain emplacement dans le cimetière communal pour l'inhumation de la sœur du requérant. Les propos de David sont particulièrement nets dans ses conclusions. Je cite : « Le requérant a donc, comme membre du culte protestant, le droit de se plaindre de la désignation qui lui a été faite de cet emplacement pour la sépulture de sa sœur, et c'est pour reconnaître et consacrer ce droit que nous croyons devoir vous proposer l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision dont il s'agit. Cette solution, en même temps qu'elle donnera au culte protestant, dans la personne du requérant, la satisfaction qui lui est due, sera, nous l'espérons,
pour l'administration supérieure un avertissement d'avoir à veiller à ce que dans les communes où l'usage n'est pas établi de laisser le cimetière neutre entre les différents cultes, l'autorité municipale en opère la division de manière à satisfaire aux prescriptions de l'article 15 du décret du 23 prairial en 12. Ce qui me permet évidemment d'assurer la transition avec, au fond, l'appréciation, l'évaluation que l'on peut avoir sur Edmond David et donc le droit administratif. Et j'ai donc utilisé l'expression de consolidateur d'un droit en formation. Alors, on pourrait presque s'étonner que David, au travers de ses conclusions, soit apparu comme une des meilleures plumes du droit administratif, alors que la formation, que nous avons eu l'écho hier, alors que la formation qu'il a reçue en la matière à la faculté de droit de Paris apparaît bien médiocre. Certes, le concours de l'auditorat au Conseil d'État était lui-même déjà sélectif à cette époque, et David, on l'a entendu, en est sorti fort jeune dans un excellent rang. Mais c'est beaucoup plus certainement le long apprentissage du contentieux sous le Second Empire, la diversité des affaires qu'il a traitées et notre liste, sa proximité professionnelle et intellectuelle avec Léon Aucoq qui ont contribué à forger son raisonnement juridique qu'il a mis au service de ses propres convictions. Cela étant, au regard non seulement des conclusions qui l'ont rendu célèbre, mais aussi d'un certain nombre d'autres que plusieurs contributeurs à ce colloque ont sortis de l'ombre, David doit-il être réellement considéré comme un innovateur? S'il faut évaluer donc l'apport de David à sa juste mesure, on peut dire que celui-ci se présente comme un brillant suiveur. Mais je dirais qu'il se présente comme un brillant suiveur dans l'ensemble et toute la subtilité ou toute la nuance est peut-être dans cette incise. Alors c'est ce que nous verrons dans un premier temps, mais au fond, ce qui est quand même le plus remarquable et ce sur quoi finalement tout le monde s'accorde et pourquoi David reste encore célèbre et célébré, c'est parce qu'il apparaît comme le champion de la compétence de la juridiction administrative à une époque, bien évidemment, où celle-ci était extrêmement incertaine. C'est ce que nous verrons ensuite. Alors, oui, premier temps de l'exposé où je qualifie David de brillant suiveur. L'expression est peut-être un peu brutale, mais l'apport doctrinal de David ne peut être apprécié de la même manière selon que l'on considère son travail doctoral en tant qu'étudiant, ne l'oublions pas, simple étudiant, ou ses conclusions en tant que commissaire du gouvernement près le Conseil d'État et le tribunal des conflits. Son travail doctoral est assez jugé sévèrement, à la fois hier par Damien Salle et encore aujourd'hui par Mathieu Doucet-Divina, qui tous deux lui reprochent en substance une absence de portée doctrinale, un défaut de scientificité, où la critique, quand elle existe, reste assez limitée. On ne saurait en vérité en faire réellement reproche à David, qui ne fait finalement que respecter les canons de la thèse de doctorat de son époque. Alors, s'il faut qualifier David de suiveur, si brillant soit-il dans ses conclusions, évidemment, cela appelle davantage d'explications. Déjà, sur le plan de la méthode, David se place dans le droit fil d'Aucoq, comme l'a bien rappelé Vivien Laugier, en prenant toujours soin d'invoquer le développement de la jurisprudence dégagée par la juridiction à laquelle il appartient, quitte parfois à en souligner sur les errements qui lui paraissent juridiquement blâmables, ainsi de la jurisprudence rendue à propos de la compétence en cas de dommages de travaux publics, selon que sont affectés des biens ou des personnes. Ce faisant, c'est le rôle central du Conseil d'État dans l'élaboration du droit administratif qui est mis en avant, tandis que le rôle de la pure doctrine académique
est limité à la portion congrue. S'agissant du fond, surtout, on peut constater le rôle de brillant suiveur de David dans une partie de l'argumentation présentée dans l'affaire Blanco. Tel est le cas, avec l'éclat que l'on sait, quant à l'affirmation de la compétence de la juridiction administrative directement fondée, selon David, sur le principe de séparation édicté par les lois des 16-24 août 1790. Ce faisant, cela a été rappelé par Maxime Charité, David ne fait que reprendre à la fois la solution de l'arrêt de Keister du 6 août 1861, elle-même systématisée par Aucoq dans ses conférences sur l'administration et le droit administratif. Il y a longtemps que la doctrine dénonce la consécration d'un mythe en la matière, compte tenu des termes mêmes du législateur révolutionnaire. Et d'ailleurs, la virulence de la dénonciation de ce mythe continue encore à imprégner la doctrine contemporaine. Et notamment, je fais référence aux écrits ici de Grégoire Bigot. En affirmant la compétence administrative, c'est fondamentalement et exclusivement l'idée de puissance publique qui sous-tend le raisonnement. Lorsque David termine celui-ci en affirmant que les exceptions législatives à la compétence judiciaire, je cite, ne font que confirmer la règle de notre droit public qui place dans le domaine naturel de la compétence administrative toutes les réclamations formées contre l'État à raison des services publics, fin de citation, ces derniers ne correspondent absolument pas à une notion, d'ailleurs l'usage du pluriel par David est particulièrement significatif, mais à des activités prises en charge par l'État. Là encore, je cite, en tant que puissance publique chargée d'assurer la marche des différents services administratifs. Fin de citation. Quant à l'affirmation selon laquelle la responsabilité de l'État ne peut être ni générale ni absolue, David la reprend, comme chacun le sait, de l'arrêt Rothschild du 6 décembre 1855, mais en explicitant précisément les raisons pour lesquelles la spécificité de l'intervention de l'État postule une telle limitation. Un autre exemple peut être tiré de la jurisprudence sur les actes de gouvernement. Pour restreindre la notion d'acte de gouvernement, donc pour étendre la compétence du Conseil d'État et évidemment faciliter l'exercice du recours pour excès de pouvoir, David, dans ses conclusions, donc dans l'affaire Prince-Napoléon, ne met pas, comme l'a bien montré Pierre Serran, fin à l'improbable critère du mobile politique. Il reprend la doctrine d'Aucoq qui mettait en évidence la nature de l'acte. C'est ce que soutient David lorsqu'il écrit que, je cite, « Si les actes qualifiés dans la langue du droit actes de gouvernement sont discrétionnaires de leur nature, la sphère à laquelle appartient cette qualification ne saurait s'étendre arbitrairement au gré des gouvernements. Elle est naturellement limitée aux objets pour lesquels la loi a jugé nécessaire de confier au gouvernement les pouvoirs généraux auxquels elle a virtuellement subordonné les droits particuliers des citoyens dans l'intérêt supérieur de l'État. » Donc, oui, on ne peut, je reprends ce que disait il y a encore quelques minutes Pascal Gonod, on ne peut pas parler d'œuvre de David. Mais comme l'a bien, je crois, montré Vivien Laugier, et d'autres rapports également, c'est bien d'une dynamique que David a su insuffler dans un certain nombre de domaines qui portent bien sûr sur le fond du droit, comme le montre l'exemple que nous citions il y a quelques instants sur la liberté de culte, comme le montre l'exemple de l'arrêt Banque de France à propos de la compétence des ministres pour prendre des décisions financières dans le cadre de la marche des services publics. Mais on peut évidemment citer les apports de David sur la technique même du recours pour excès de pouvoir, et on fait référence aussi ici aux conclusions qu'il a pu prononcer à propos de l'exception de recours parallèle dans l'affaire La Campagne de 1874.
Mais au fond, ce qui nous semble le plus important, c'est que David apparaît comme le champion de la compétence de la juridiction administrative, et c'est ce par quoi nous souhaitons terminer. Parce que tel est bien l'élément qui sous-tend l'ensemble, celui de la compétence de principe du juge administratif toutes les fois que l'État agit en tant que puissance publique et non en tant que, je cite, personne civile considérée soit comme propriétaire, soit comme contractant, et à raison des rapports qui découlent de ces situations entre lui et les particuliers. Vous aurez reconnu un passage des conclusions dans l'affaire Blanco. Alors, on n'insiste peut-être pas suffisamment sur la détermination matinée d'une certaine rouerie avec laquelle David défend la compétence administrative face à la juridiction judiciaire, et ce, en procédant à une interprétation des textes qu'il n'est pas illégitime parfois de considérer comme un peu biaisée. Il faut faire preuve, en effet, d'une certaine audace pour dire, comme il le fait dans ses conclusions dans l'affaire Blanco, que, je cite, « Nous sommes donc fondés à affirmer que la juridiction administrative est sortie complète dans ses lignes essentielles », et je dois dire que le « dans ses lignes essentielles » me paraît une incise relativement piquante, de l'œuvre de la Constituante, et qu'ainsi, dans l'organisation des pouvoirs publics, elle a eu, dès le début, parallèlement à l'autorité judiciaire, sa place marquée et son régime propre. Fin de citation. Et contrairement à l'arrêt Blanco lui-même, qui, plus prudent, se contente d'affirmer la compétence administrative en matière de responsabilité quasi délictuelle de l'État, David entend raisonner, lui, de manière générale. Le cas de la responsabilité de l'État n'en est qu'une application, et cela vient donc en second dans le déroulement de ses conclusions. Il s'emploie à balayer la doctrine de la Cour de cassation qui considère applicable à l'État l'article 1384 du Code civil comme il a été présenté ce matin. L'offensive se poursuit, et j'utilise volontairement une métaphore militaire. Elle se poursuit avec l'interprétation du décret du 19 septembre 1870, qui entendait donc mettre fin au système de la garantie des fonctionnaires. Dans ses conclusions sur l'affaire Pelletier, David entend démontrer que le décret, ni dans son contenu, ni dans les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer, n'a entendu permettre à l'autorité judiciaire d'engager la responsabilité des fonctionnaires de manière générale. David appelle une fois de plus à la rescousse les textes révolutionnaires pour considérer que la juridiction administrative est seule habilitée lorsque la responsabilité découle d'actes administratifs qui seraient imputables à des fonctionnaires. Admettre le contraire, ce serait méconnaître, je cite, la garantie réelle qui est l'essence même du principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, fin de citation, garantie qui doit se traduire en règle de compétence. Il nous semble que David a, au fond, implicitement mais nécessairement raisonné plus en termes de hiérarchie des normes qu'en termes de combinaison de normes, ce qui lui a permis de laisser de côté la traditionnelle règle d'interprétation selon laquelle il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Certes, la distinction stricte, finalement posée par David dans ses conclusions dans l'affaire Pelletier concernant le partage de compétences et le partage de responsabilités n'aura pas la postérité qu'on pouvait peut-être en attendre, puisque le distinguo de la faute personnelle et de la faute de service qui va être progressivement explicité va commencer à être finalement remis en cause dans son absolutisme au profit des victimes par l'arrêt Lemonnier, comme il a été rappelé ce matin, mais au fond, peu importe, ce serait presque être victime ici d'une perspective historique faussée. Et quand cette fois David peut s'appuyer sur des textes plus clairement attributifs de compétences au profit de la juridiction administrative, et on pense ici évidemment à la loi du 28 Pluviose en 8, il a beau jeu de défendre une interprétation unificatrice du texte
comme il le fait dans l'affaire Lambert, rappelée cet après-midi. Mais le principe de séparation n'est jamais loin lorsqu'il écrit que, je cite, « La raison fondamentale de la compétence administrative en cette matière, c'est-à-dire celle des travaux publics, n'est-elle pas l'intérêt qu'il y a pour la prompte et bonne exécution des travaux publics à éviter devant l'autorité judiciaire des procès qui pourraient les entraver et qui auraient cet inconvénient plus grave encore d'amener cette autorité à apprécier les opérations de l'administration relativement à ces travaux. » Fin de citation. Donc, pour conclure, au regard donc, des quelques observations que je viens de vous présenter, nous ne pensons pas que David puisse être hissé à la hauteur de ces autres commissaires du gouvernement que furent Jean Remieux ou Léon Blum. Je laisse de côté la Ferrière pour ne me fâcher avec personne. Quel que soit le raisonnement mené, quelles que soient les critiques qui ont pu lui être adressées, quelles que soient les différences rédactionnelles entre le contenu des conclusions et celui des arrêts, David a posé des masses de granit qui structureront tous les développements de la juridiction administrative à venir. Alors, mais faut-il le rappeler, qu'il est amené à conclure dans un contexte politique qui était tout sauf apaisé. Je vous remercie. Bon, ben c'est fini.